Je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie que quand je suis devenu champion du monde. Je fais pas des robots, au contraire, je leur apprends à s'en servir. On aide, on guide, mais le job doit être fait par la personne. Mon terrain connu, ça a toujours été l'optimisation et le dépassement. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Rendez-vous en terrain connu. Aujourd'hui, on accueille Théo. L'idée de notre média, c'est d'inspirer les personnes en quête d'alignement. Donc, on cherche à trouver son terrain connu. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, je rentre en contact avec des personnes inspirantes qui vont vous parler de leur vie, de leur témoignage, de leur chemin pour arriver à leur terrain connu. Aujourd'hui, on accueille Théo. Salut Théo, je suis très impatient d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, sur toi, sur ta quête de terrain connu, sur ce que tu fais au quotidien. Première question, est-ce que tu peux te présenter comme tu le sens ? Ok, bonjour à tous déjà, merci de me recevoir, ça me fait plaisir. Donc je m'appelle Théo, comme tu l'as dit, 26 ans, je suis né en 98 et je suis ce qu'on pourrait définir coach mental dans des équipes e-sport professionnelles, donc de la compétition sur les jeux vidéo. Niabachi, 12 secondes et nos 3 Français sont champions du monde. Attention à ceux qui comme Seiko qui va pouvoir la reprendre. Le risque n'est déjà plus là. Il reste même plus assez de temps. Les G2 sont éliminés. 5, 4, 3, 2, 1. On est champion du monde. La France est championne du monde de Rocket League sur cette saison MSS 2021-2022. Ce quatuor, bien sûr, avec Mew, avec ce coach qui les a emmenés jusqu'ici. Quelle équipe, Monkey Moon. Je pense que personne ne mérite plus que ça. Mew, t'es trop mignon. Je suis passionné globalement de psychologie, de performance, de l'humain plus généralement. Et ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Grave, c'est ça. Bah écoute, moi je suis très pressé d'en savoir plus, donc on va commencer direct. Tu connais un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est ici, d'en connaître un peu plus en profondeur sur le pourquoi. Pourquoi tu es arrivé là, quel est le chemin vers ce terrain connu justement. J'aimerais que tu me parles, toi, de ton terrain connu, de me dire quel est-il en fait, quel est ton terrain connu, Théo ? Je pense que mon terrain connu, ça a toujours été l'optimisation et le dépassement, je vais dire ça comme ça. Parce que déjà très jeune, même quand c'est des notions un petit peu plus abstraites, j'ai toujours essayé de chercher à faire mieux. Mieux que qui, mieux que quoi, je ne saurais pas vraiment définir, mais à faire mieux. Ça a été dans les jeux vidéo d'abord, ça a été dans la psychologie un peu plus tard, et ça a été dans les deux au final. Mais je pense que mon terrain connu, c'est ce dépassement, c'est de finir en fait, de finir un voyage avec la sensation d'avoir été au maximum de mes capacités actuelles, de m'être senti challengé tout du long et d'avoir surmonté et accompli des choses qui m'ont fait grandir humainement. C'est ça en fait ma finalité. Tout ce que je fais, c'est pour avoir ce sentiment d'accomplissement et d'avoir ce sentiment de satisfaction d'accomplir des choses. Ok, donc pour toi, accomplir des choses, c'est te surpasser. C'est ça, en fait, finalement. En fait, c'est assez particulier parce que j'ai eu ce sentiment-là mentalement très tôt. Je dirais déjà vers 13-14 ans, mais je ne l'ai jamais vraiment eu physiquement. J'ai jamais eu cette notion de dépassement physique. Je l'ai eu que très récemment où j'ai vraiment commencé à m'intéresser et à faire des randonnées très longues de plusieurs jours, etc. Mais avant ça, le dépassement physique m'intéressait que très peu parce que je concentrais justement toute mon énergie dans ce dépassement mental. Il y a un peu cette culture, on en parlera, mes parents ont une place qui est très importante justement dans toute cette culture. Et mon père m'a toujours passé un peu ce message intrinsèque de « fais mieux que moi ». Pas forcément fais la même chose, pas forcément viens dans le même domaine, mais juste fais mieux que moi. Et cette notion-là, je pense, qui m'a toujours bercé et qui a fait les bases de ma pyramide, on va dire, de faire mieux. Comment tu mets le curseur sur ce mieux, en fait ? C'est ça, en fait. Moi, c'est la première question que je me pose quand tu me dis tout ça. Il y a deux questions. Il y a ça déjà, le curseur. Et comment est-ce que tu décris le fait de te surpasser mentalement ? Et explique-le aussi aux gens, parce que autant physique, on peut le comprendre plus facilement, mais mentalement, j'aimerais bien savoir aussi.
Alors en fait, déjà pour le premier point, c'est toujours difficile, c'est évidemment subjectif. Faire mieux, ça veut un peu tout et rien dire, parce qu'on peut aussi faire mieux de 1%, comme on peut faire mieux de 150%, tu vois. Donc c'est toujours délicat. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ma figure paternelle, qui je trouve être un homme avec beaucoup de qualités et qui a accompli beaucoup de choses, encore une fois, d'un point de vue mental, selon moi. Et faire mieux, en fait, c'est... Aujourd'hui, la notion, elle est un peu calibrée. Tu vois, si ça se trouve, dans 3 ans, ma réponse sera tout autre, mais ma notion aujourd'hui, elle est plutôt dans le sens où faire mieux, c'est me dire, est-ce que, à l'âge qu'il avait, donc l'âge que j'ai aujourd'hui, quand il avait mon âge, est-ce que il aurait été capable de prendre cette décision? Est-ce qu'il aurait été capable de se surpasser comme je l'ai fait? C'est ça pour moi, faire mieux. Donc en comparatif ou plutôt en comparaison à un modèle, à un mentor. Ou c'est vis-à-vis de toi-même? C'est surtout par rapport à moi-même, parce que, en fait, ce comparatif, j'essaye de faire en sorte qu'il soit intelligent, dans le sens où j'essaye de jouer avec ma catégorie, entre guillemets. J'essaye de jouer avec la catégorie de faire mieux dans les personnes qui peuvent être dans les mêmes conditions que moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au sommet du paquet dans les gens qui ont les mêmes conditions que moi. Et en fait, si je me relais autant à mon père, c'est parce que j'estime que c'est quelqu'un qui sait faire les choses, qui mentalement sait optimiser les choses, qui sait réfléchir, qui a une bonne logique, qui a un bon esprit de déduction et qui s'est entraîné justement mentalement pour toutes ces choses-là par rapport à son métier. Quel métier du coup Il est lieutenant-colonel dans l'armée de terre. Donc c'est aussi physique, j'imagine. C'est très physique, ça l'est moins maintenant. Il approche de la retraite, donc ça fait quelques années qu'il est plutôt dans les bureaux à prendre des décisions et à faire justement un travail plus mental que physique. Mais ça, justement, lui a connu ces deux côtés du dépassement. Et c'est justement pour ça aussi que j'aime bien l'avoir en échelle. Parce que c'est quelqu'un, je trouve, qui a toujours très bien défini dans sa vie à lui. Encore une fois, le rapport n'est pas avec moi, mais qui a très bien défini dans sa vie à lui quand il était nécessaire de faire plus ou faire moins. Parce que je trouve que c'est très important, justement, par rapport au dépassement, de jauger son équilibre. Tu me demandais tout à l'heure en deuxième partie de question, c'est quoi le dépassement mental finalement ? En fait, le dépassement mental, moi je considère que c'est comprendre et accepter qu'on a réalisé quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de faire quelques années auparavant. Ça peut être un acte de maturité, ça peut être une décision, ça peut être de la gestion des émotions. Il y a énormément de critères mentaux aujourd'hui qui permettent de justifier un dépassement. Encore une fois, qu'il soit de 1 ou de 100%. D'ailleurs, c'est plus souvent des 1 que des 100%, objectivement. Une petite addition de 1%. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle communément, en fait, grandir, mûrir, tu vois, tous ces mots-là qu'on emploie. Quand on parle de maturité, on parle en fait de dépassement mental. C'est un conduit qui est plutôt naturel pour tout le monde, mais justement, dans cette passion qu'est l'humain pour moi, tout ce qui est naturel est optimisable d'une certaine manière, donc le sommeil, la nourriture, toutes ces choses-là. Et je trouve que moi, justement, j'ai choisi ce truc-là de mentalement. Il faut optimiser les choses mentalement. Et c'est ça pour moi, le dépassement, c'est être capable de se rendre compte qu'on accomplit des choses mentalement qu'on n'aurait pas été capable de faire auparavant. J'aime beaucoup cette vision. Je me suis aussi souvent posé ces questions-là. Je trouve que déjà, le fait de stagner, le fait de rester au même niveau, c'est régresser par essence. On sait que n'importe quel corps, que ce soit humain ou matériel, évolue. Le monde, la Terre évolue, tout évolue en permanence. Et du coup, c'est un petit peu cette notion-là qui a été plus adaptée au cerveau humain à travers cette notion de dépassement mental. Mais je le vois comme ça. Je le vois en fait dans le fait d'être conscient d'évoluer ou d'être conscient de grandir, alors qu'on grandit malgré nous à la base. Enfin, tu restes là sur cette chaise à rien faire, tu vas grandir. Enfin, je veux dire... Ton corps va grandir en tout cas, et je pense ton cerveau aussi d'une certaine manière. Mais c'est là où la deuxième notion est intéressante, à savoir l'optimisation de ce dépassement-là. Tu n'as pas parlé de peur aussi. Parce que est-ce que la peur rentre un petit peu dans cette notion de dépassement ? On a très peur. L'homme est motivé énormément par nos peurs aussi. En général, quand je parle de psychologie à des gens qui ne sont pas forcément à propos de ce sujet-là, il y a toujours un moment où je parle des émotions primaires, justement. Donc la peur, la joie, la tristesse, toutes ces choses-là. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient les émotions comme quelque chose de négatif par rapport à eux. Que ce soit l'anxiété, la peur, l'anxiété qui est juste une émotion dérivée des émotions primaires. Et
Mais en fait, les émotions, c'est un outil. À la base, ça a une signification qui est bien propre. Pourquoi on a peur, par exemple? Si demain, tu vas te balader dans la savane et que tu tombes face à un tigre, tu seras bien content d'avoir peur. Parce que c'est ce qui va te sauver la vie. Instinct de survie. Exactement. Entre autres, au-delà du fait que ça va faire monter l'adrénaline, tes compétences physiques vont être améliorées, blablabla. Sur ça, vous avez juste à taper effet de la peur sur le corps humain et vous allez trouver 1 milliard d'articles qui vous expliqueront pourquoi on a besoin de ces émotions-là. Et en fait, le dépassement mental, ça parle aussi de ça. La peur, moi, c'est... Alors, ça va être un peu philosophique dans l'idée, mais la peur, justement, moi, c'est pas quelque chose dont j'ai peur implicitement parce que je sais que si je ressens quelque chose de fort, c'est parce que mon corps et mon cerveau a compris que je me trouvais en face de quelque chose qui nécessite de l'importance, qui nécessite de... Là, on va voir si tu as passé un cap. On en parlera peut-être plus tard, mais dans ma carrière, j'ai passé les échelons petit à petit, donc à jouer que uniquement devant mon PC, puis à me retrouver dans des scènes avec un public autour de moi, etc. Et bien sûr que j'avais peur, bien sûr, mais c'est toujours, dès que je ressens de la peur, j'ai connecté mon cerveau, on va dire, de manière à me dire, t'as peur, ok, ça veut dire qu'il y a un truc en face de toi, on va voir si t'es prêt. On va voir si tout ce que t'as fait, ça sert, c'était la bonne direction, c'était la bonne chose, et t'as optimisé, tu t'es dépassé mentalement ou pas. Donc le travail que tu as accompli avant, le chemin que tu as parcouru avant, te permet en fait de tester ce moment-là, cet instant T où tu te dis est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être un échec, est-ce que ça va être une victoire, est-ce que je vais pouvoir passer ce défi. Mais même ce moment-là fait partie du chemin, tu vois, au final. Oui. Faut voir ça comme une énorme autoroute avec des péages sur la route. Tu vois. Est-ce qu'on est capable de passer ce step-là? Et si on n'est pas capable, eh ben, c'est pas grave, on refait la route et on la refait différemment. Pour ceux, encore une fois, qui veulent se dépasser. Parce que je peux tout à fait entendre aussi que certaines personnes n'ont pas forcément pour objectif de faire ça et de faire complètement autre chose. Je voudrais pas transmettre le message que c'est absolument nécessaire de se dépasser. Chacun fait ce qu'il est bon et juste à ses yeux. C'est juste que moi, ça a été une notion très, très jeune qui m'a touché et qui a toujours été là. Donc j'ai du mal à faire ça maintenant. Je suis induit pour tout dans la performance et dans le dépassement. Tu vois. Mais si demain je vais en cuisine, je vais faire une lasagne, je vais être encore une fois dans cette optimisation et ce dépassement de dire il faut que ce soit mieux que la dernière fois. Je comprends, je ressens un petit peu la même chose. J'ai tendance à être un... Donc ça, on va en parler aussi juste après. J'ai tendance à être un éternel insatisfait. Et on va en parler juste après parce que pour moi, il y a aussi... voilà, quelle est la seconde phase de la médaille justement de ce dépassement-là et de cette quête toujours du mieux, du plus, etc. Tu as parlé de dépassement. Moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir et que j'ai adoré et j'aimerais appuyer là-dessus. On n'est pas obligé de produire des choses radicales et de changer radicalement pour prouver ou pour se dépasser ou pour changer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment un mot, je ne sais pas si on dit un mot ou un mal, de notre société. On veut aller vite, changer vite, se dépasser vite. Et ça, moi j'adore entendre des personnes qui tiennent le discours que tu tiens, surtout dans le domaine dans lequel tu évolues, qui est en plus un domaine qui est très proche des nouvelles technologies, très proche, on en parlera juste après, j'aimerais en savoir aussi plus sur ça, mais tout proche des nouvelles technologies, c'est aller très 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 vite. Tu nous parleras de cette ascension très vite aussi. Comment justement réussir à prendre les choses comme elles viennent, tranquillement, avec sérénité et te dire ok, mon objectif il est là, je vais l'atteindre tranquillement, step par step, jour après jour. Encore une fois, je donne des coachings en individuel, etc. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me demander, qui viennent me poser cette question et elle est souvent en rapport avec la motivation. Je veux aller à la salle de sport, mais j'y arrive pas. Je veux perdre du poids, mais j'y arrive pas. Ou je veux changer de job et j'y arrive pas. Et en fait, je dis, le plus important là-dedans, aller vite, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller vite et tout le monde veut aller vite. Parce que aller vite, c'est forcément bien. Le truc, c'est que les gens comprennent très peu et prennent peu en compte les risques que c'est d'aller vite. Et je dis toujours, quand vous voulez accomplir quelque chose, encore une fois, quel qu'il soit, je ne parle pas forcément de performance. Quand on veut accomplir quelque chose, l'important, c'est la discipline. Et c'est quelque chose qui, psychologiquement, on appelle les baby steps, les pas de bébé, on peut traduire ça. Où en fait, si on fait une analogie, est-ce que toi, tu préfères marcher, j'ai pas le chiffre exact, mais imaginons 10 pas par jour, comme ça sur 1 an, tu fais un marathon, ou alors un jour dans l'année au hasard, je viens te chercher, je tape à ta porte et tu y as les marathons maintenant. Le choix, il est évident.
Mais pourtant, aller vite, c'est prendre la deuxième option. C'est prendre délibérément le fait de dire « Ah non, tu viens un jour dans l'année, je fais un marathon. » Mais c'est du suicide. Alors que marcher 10 pas par jour, c'est tranquille. Et tous les objectifs, c'est ça. Aller à la salle de sport, oui, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? On rentre du taf, il faut changer, il faut préparer son sac, il faut aller à la salle, il faut biper, il faut faire le truc, on transpire, il faut rentrer ensuite en transpirant, il faut prendre sa douche, il faut se préparer à manger. Puis après, c'est bon, on peut se reposer. Donc ça fait une dizaine, quinzaine, vingtaine d'étapes, on peut en trouver plein. Mais par contre, si on rentre du taf, qu'on est déjà en tenue de sport, que le sac est déjà préparé à côté de la sortie, qu'on n'enlève pas ses chaussures en rentrant, etc., etc., là vous allez voir que votre corps, ça va être beaucoup plus simple pour lui de faire l'effort. Pour chaque chose qui n'est pas confortable pour votre cerveau, votre corps va essayer de trouver une excuse à chaque étape possible et différente qu'il imagine. Je prends un exemple beaucoup plus simple que la salle de sport. Commander à manger. Uber Eats aujourd'hui, voilà, c'est ce que c'est le mastodonte que c'est, parce que ça joue justement sur ce fait du cerveau-là. Parce qu'il y a 1 milliard de trucs qui fait que votre cerveau va prendre le fait que c'est vrai que commander c'est beaucoup plus agréable quand même. On nous sert de la nourriture droit sur un plateau, on a juste à ouvrir, manger. Parce que voilà, il faut faire à manger, il faut se lever, donc il faut arrêter une activité qu'on est en train de faire peut-être. Et puis la cuisine c'est pas forcément très drôle, et puis etc. Pour chaque étape, votre cerveau va essayer de trouver une excuse. Non mais vas-y, en vrai t'as déjà mangé ça la dernière fois, oh puis ça va, financièrement on est à l'aise, et puis etc. Et c'est comme ça en fait qu'on se retrouve à, au final, ne pas accomplir ses objectifs et à réduire drastiquement sa confiance parce qu'on veut aller trop vite. Parce qu'on veut aller trop vite. Donc le plan, par exemple, si on veut arrêter de commander Uber Eats, le plan, c'est pas de dire « je désinstalle l'application du jour au lendemain ». Si on commande 5 fois par semaine sur Uber Eats, ce qui est un chiffre, je pense, pas trop démesuré. Ah ouais, tu penses? Je pense pas. Beaucoup de gens qui ont les moyens, attention, parce que ça Oui, coûte qui très ont les cher. moyens parce que c'est vrai que ça coûte cher, mais tu parles le matin en comptant midi, soir. 5 repas dans la semaine, tu vois. Ouais, 5 repas dans la semaine. Bah, le but, c'est pas de passer de 5 à 0, c'est de passer de 5 à 4, puis 4 à 3, puis 3 à 2. Alors oui, ça prend 1 mois et demi, pas 2 jours, mais au moins on est sûr que ça marche. Enfin, ça marche beaucoup plus facilement que si on passe de 5 à 0. Y aller à tâtons, je suis d'accord avec toi. On a parlé des bienfaits, on a parlé de ce dépassement. J'aimerais bien, déjà dans un premier temps, parler de... En fait, moi, la notion de dépassement, pour moi, je trouve qu'elle a une limite et qu'il faut bien savoir la driver ou la dompter pour pas qu'elle soit une prison, pour pas que ce soit une obsession ou une addiction, de toujours avoir besoin de te dépasser pour vivre, pour se sentir vivant. Et je pense que ça, c'est un petit peu en opposition, mais je pense que tu vas avoir des réponses intéressantes à ça. C'est en opposition à la philosophie asiatique aussi, et notamment hindouiste, de j'ai pas besoin de faire pour être vivant, je suis, je vis. Le fait de vivre, de ressentir des émotions qui me traversent, de laisser mon flot de pensée me traverser, etc. et d'être quelque chose qui est beaucoup plus passif, c'est aussi une sorte de sérénité et de vie. Moi, je me suis beaucoup posé ces questions, justement parce que je suis un peu comme toi, je cherche toujours à me dépasser, à faire mieux, et du coup, je tombe dans un truc où je suis insatisfait, tout le temps, je veux toujours plus, et j'ai jamais conscience de mes dépassements. Tu l'as dit, tu as répondu avant qu'il fallait justement avoir conscience de ça. Mais comment ne pas tomber dans ce cercle? Est-ce que toi, t'es tombé dedans? Est-ce que donc le fait d'apprendre aux autres, j'imagine que ça aide et que c'est une thérapie aussi pour toi aussi peut-être. Mais voilà, dis-moi un peu plus sur ça. Pas tomber. Je vais utiliser l'exemple le plus concret que j'ai. Je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie que quand je suis devenu champion du monde. Jamais. Parce que quand on est devenu champion du monde avec mon équipe, on a enchaîné, tous les contrats ont été renouvelés, donc on est reparti pour une saison. Et il y a 3 à 4 mois de battement entre les deux saisons, donc entre les championnats du monde et la reprise. Pendant cette période-là, je suis tombé dans ce piège justement, mais maintenant qu'on a gagné le titre ultime dans notre jeu, je fais quoi? Et ça m'a pris à la gorge tout de suite la pression, l'anxiété de dire mais attends, mais si je ne maintiens pas mon titre, je fais forcément moins bien. Tout de suite. Et ça m'a pris des mois et des mois et des mois pour réussir à me défaire de ce sentiment-là. Parce que je me culpabilisais énormément de pouvoir faire au mieux pareil. Alors que c'est un titre de champion du monde. Et du coup, la résultante, c'est que moi, dans mon job de coach, j'ai été très peu performant. Maintenant avec le recul,
j'en suis conscient. Et que la manière dont la saison est faite, c'était qu'il y avait 3 parties de saison. Et pour chaque partie, il y a des événements qui te qualifient à un gros événement, qui déterminent le champion d'une partie. Et à la fin, on prend le cumul de ces 3 parties pour déterminer qui est qualifié au championnat du monde. On ne s'est pas qualifié à 2 des 3 grands tournois de saison en tant que champion du monde en titre. Ce qui est une contre-perf énorme. Parce que justement, moi j'étais incapable, c'est le mot. Et pourtant, encore une fois, je suis quelqu'un qui s'y connaît en psychologie, je savais que je pouvais tomber là-dedans, etc. Donc même quand on le sait, ça ne veut pas forcément dire qu'on évite. Et c'est là où ça devient malsain en fait. C'est que on est aussi par définition des très mauvais arbitres de nous-mêmes parce qu'on est joueur, arbitre, remplaçant, entraîneur de nous-mêmes. Et c'est là où ça devient très difficile de jouer avec toutes ces casquettes et de savoir quand on peut se récompenser, et quand on doit se blâmer. Si on veut aller plus loin, on est un peu obligé de passer par cette phase de remise en question. Là où ça devient toxique, c'est quand on se récompense trop ou quand on se blâme trop. Le trop, de toute façon, psychologiquement, n'est jamais très sain. Et même au-delà de psychologique, je vais dire, même globalement, je pense que la culture du trop me pose un peu problème. L'exemple que j'utilise encore une fois dans les cours que je donne, c'est l'exemple de la voiture. La voiture, ça a apporté une avancée technologique colossale. C'est une passion, même pour certains. Il y a des gens qui sont passionnés de voitures. Et c'est cool pour eux. Il y a de quoi. Il y a plein de modèles différents. Il y a plein de trucs. Il y a énormément de trucs qui entourent les voitures. Mais si demain, je te mets dans ta voiture 16 heures par jour pendant 1 an, je suis pas sûr que tu vas encore être passionné de la voiture. Et c'est pareil avec toi-même, un petit peu. Sauf que toi-même, tu es obligé d'être 24 heures sur 24 dedans. Donc la relation que tu as avec toi-même, je considère que le corps et l'esprit sont 2 personnes distinctes, entre guillemets. C'est une relation qu'il faut avoir. Il y a certaines choses qui vont faire plaisir à l'un, certaines choses qui vont faire plaisir à l'autre, mais il ne faut jamais aller dans le trop. Ni d'un côté, ni de l'autre. Tu nous as mis un peu en condition sur ton travail. J'aimerais du coup que tu nous dises un petit peu plus sur ton métier, très rapidement ton parcours, mais surtout ton métier, en quoi il consiste, en essayant d'être le plus simple possible pour parler à des personnes qui ne sont pas forcément experts en e-sport. La manière la plus simple possible, c'est il y a des coachs dans le sport qui vont s'occuper du côté physique, technique, tactique, toutes les choses comme ça. Moi, je vais m'occuper juste de l'humain, juste de ce qui se passe dans la tête. Moi, je m'occupe en dehors du terrain. Donc, ça va être la cohésion de groupe, le rapport avec soi, les objectifs, la mise en place d'objectifs concrets, la motivation, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, parce que on peut s'occuper parfois de personnes qui ont énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc forcément énormément de compliments et énormément de critiques de l'autre côté. C'est m'occuper de tous les sentiments qui peuvent traverser la tête d'un athlète, et je vais dire même d'un performeur, parce que j'inclus pour moi un danseur, une chanteuse, quelqu'un même qui passe un examen à l'école, c'est un performeur dans un certain sens. Et donc, moi, c'est comprendre, vivre aussi d'une certaine manière, parce que ça permet moi aussi de mieux le connaître et de mieux le gérer, comprendre, vivre et aider à gérer tout ce qui peut se passer, pas gérer à la place des gens. Ça, personne en psychologie fait ça. On ne gère pas à la place des gens. On conseille, on aide, on guide, mais le job doit être fait par la personne. C'est important pour moi de notifier. Et je pense que c'est globalement ça, mon taf. C'est prendre des gens qui veulent se dépasser, qui veulent accomplir quelque chose, et leur donner les outils et les clés pour qu'ils y arrivent plus facilement. Pas qu'ils y arrivent grâce à moi, qu'ils y arrivent plus facilement. Je trouve ça complètement fou de t'entendre me dire ça sur un... En fait, il y a énormément de personnes qui vont dire mais c'est pas du sport. C'est pas du sport. Vous êtes derrière des écrans, vous jouez, vous êtes des geeks en fait, tu vois. En quoi il y a tout cet univers. En fait, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette machine. Comment cette machine est devenue cette machine pour toi, rapidement. Et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui te disent que c'est pas du sport? Renseignez-vous déjà. Je pense que c'est la première étape. Moi, je veux pas avoir un ton dédaigneux ou quoi que ce soit. Je comprends que
ce qu'on ne connaît pas puisse faire peur ou on puisse avoir des clichés, mais je pense que le plus important, c'est de se renseigner déjà sur qui sont les athlètes qui incarnent aujourd'hui. Et le parallèle que je fais souvent, parce qu'il est plus simple pour les gens qui connaissent le sport plus traditionnel, mais c'est qu'aujourd'hui, on a 2 athlètes olympiques qui sont managers d'équipes e-sportives. Des athlètes olympiques médaillés, qui sont Mathieu Péché et Gauthier Claus, littéralement, qui sont chez Team Vitality, une équipe française, une des plus grandes équipes françaises. Ils sont médaillés olympiques de quoi? Canoë pour l'un, et l'autre, je crois que c'est la même discipline, mais je suis pas sûr. Je connais beaucoup l'un, puisqu'il travaillait dans le jeu avec lequel j'ai été champion du monde, etc. Et l'autre, je le connais moins, mais je sais qu'il est là-bas aussi. Mais de toute façon, en tapant son nom sur Google, on trouve forcément. Mais du coup, ces gens-là, qui ont la crédibilité olympienne, eux, valident ce truc-là. Donc, c'est des gens qui sont traditionnellement sportifs, quasiment de naissance. Tu vois. Et donc, si des gens comme ça, avec cette crédibilité-là, font le step, c'est que je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Maintenant, ça ne veut pas tout dire. Après, l'autre argument que je peux donner, c'est dire que moi, à 18 ans, j'étais pas capable d'aller sur une scène avec 14 000 personnes dans un stade, avec 150 000 personnes qui me regardent sur Internet, d'être capable de faire ce que je sais faire sans avoir peur, sans stresser, sans complètement perdre mes moyens. Et ça, c'est une performance. Alors oui, c'est derrière un écran, oui, c'est avec une manette, oui, c'est avec un clavier, oui, c'est avec une souris, mais entre ça et bouger une pièce d'échecs, c'est quoi la différence? Entre ça et mettre un crochet du gauche, c'est quoi la différence dans la technique? C'est le cardio, peut-être, mais les émotions sont les mêmes. La charge mentale est la même. Le fait d'être loin de sa famille, c'est la même chose. Le fait d'être loin de ses amis, c'est la même chose. Le fait de devoir parler un langage qui n'est pas le tien, c'est la même chose. Il y a énormément de points qui se relaient. Maintenant, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le sport et l'e-sport doivent se mélanger. C'est 2 choses complètement différentes, qui ont leurs difficultés et leur simplicité, leur bon côté, qui sont complètement différents. Mais de là à vouloir dire que ce n'est pas un type de performance, je pense que c'est juste vouloir être dédaigneux. Tu vois. Oui, et puis les choses évoluent et on voit justement l'émergence de nouveaux sports, de nouveaux types de performances. Et en réalité, je trouve ça totalement passionnant. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des rencontres. J'aimerais qu'on parle un peu des personnes qui ont croisé ton chemin, des personnes qui t'ont inspiré, des personnes qui t'ont apporté un message. Est-ce que du coup, pendant ta carrière, où tu m'as parlé de ton papa, mais est-ce que après ça, pendant ta carrière, pendant ta vie et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont par des mots ou par des peu importe? J'ai parlé de mon père, j'inclus aussi ma mère dans le discours global. C'est les deux globalement qui m'ont élevé de cette manière-là. J'ai 2 personnes en e-sport qui m'ont vraiment fait grandir et beaucoup aidé. La première, c'est quelqu'un qui s'appelle Abdallah, qui était le manager de la première équipe que j'ai rejoint, la première équipe que j'ai contractuellement rejoint. C'est la première personne qui m'a tendu la main quand j'avais pas de palmarès, que j'avais pas forcément de bouteille dans ce milieu-là, et qui m'a dit « Vas-y, j'aime bien ta méthode de travail, on y va ». Parce que c'était moi parmi beaucoup de candidats, il m'a choisi moi. Donc c'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie, tu vois, parce que sans ce geste-là, qui sait ce qui se serait passé pour moi. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, et c'est rigolo parce qu'il dit souvent, quand j'ai quitté son club pour rejoindre le club dans lequel je suis actuellement, pas par choix ou quoi, mais c'est les opportunités sportives, etc. C'est pas un club avec la même dimension, etc., le même budget, toutes les choses comme ça. Mais quand je suis parti, quand je lui ai annoncé que je partais, il m'a dit déjà je suis content pour toi. Et il m'a dit surtout, je sais que tu feras quelque chose de bien. Et j'ai toujours trouvé ça fou en fait, de se dire que on se connaissait justement à travers un petit peu Internet, parce que je travaillais juste pour son équipe, son entreprise. Et lui avait senti quelque chose, ou je sais pas quoi exactement. Et la deuxième personne, c'est le directeur sportif de mon club actuel, qui pareil m'a récupéré quand j'avais 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans, donc j'étais encore très jeune pour occuper le job que je suis censé faire, tu vois. Donc j'avais quand même de l'expérience, j'avais quand même eu un palmarès avec mon ancien club, mais c'était encore très léger. Et lui, pareil, m'ont fait confiance et m'ont fait signer très vite des contrats de durée qui sont inhabituels pour ce milieu-là. Normalement, on signe des contrats plutôt de 1 an. T'as performé, oui, ok, on prolonge. T'as pas performé, bon, on discute. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et après, on voit. Mais eux m'ont fait signer des contrats de 2 ans, de 3 ans. J'ai même signé un CDI avec eux à un moment que j'ai cassé ensuite par la suite avec mon choix pour diverses raisons. Mais c'est des gens, en fait, qui ont
tout à perdre parce que c'est quand même un boulot sportif. Donc ils doivent rendre des résultats, eux, sur le papier, pour qu'à la fin de la saison, il y ait des choses. Et pourtant, c'est des gens qui ont aucun mal à faire confiance à des gens qui sont personne dans l'idée. Neymar, ouais. Voilà. Et du coup, c'est des gens pour qui j'ai toujours glorifié le point de vue. Et à chaque fois que je me sentais un peu perdu, j'allais directement vers ces personnes-là. Parce que c'est des gens qui sont toujours avérés de bons conseils. Et encore récemment, même à un âge plus avancé, 26 ans, mais voilà, même en grandissant, c'est encore des personnes vers qui je me tourne parce que des nouvelles questions arrivent sans cesse. Bien sûr, on a toujours besoin d'avoir des remises à niveau, et quand tu as une personne qui est importante pour toi, qui est de bons conseils, ça c'est très important. J'aime bien ce que tu as dit parce que finalement, une personne qui t'a tendu la main, toi tu l'as pris comme l'acte de confiance ultime, et derrière du coup tu l'as directement associé à cette personne me veut du bien. Et c'est là où tu es allé lui demander des infos et lui donner des avis sur toi. Faites très attention à ne pas demander des avis à n'importe qui, en fait. Et parce que les gens, ils sont pas tous bienveillants. Les gens, ils voient leur intérêt. La plupart des gens voient leur intérêt. Je pense qu'au-delà de ça, le message, c'est que je pense qu'il faut être capable intellectuellement de créer de la valeur sur certaines opinions. Il y a des opinions qui sont plus importantes que d'autres. Pour vous, encore une fois, je ne parle pas humainement ou de la qualité des humains de chacun, mais par exemple, moi, l'opinion du coup de Abdallah, Alejandro, qui est mon directeur sportif, mon père, ma mère, vaut plus que tous les autres. Et est-ce que c'est quelque chose de mauvais ? Je ne pense pas, parce que c'est des gens en qui j'ai confiance. C'est des gens qui m'ont prouvé qu'ils pouvaient m'aider dans la bonne direction. C'est des gens qui sont déjà passés sous mon jugement, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça qui, je trouve est important. Il faut donner de la valeur à l'opinion des gens. Surtout, en plus, quand on est un peu mêlé avec Internet, on se retrouve forcément avec des avis, des fois... Compliqué ça à gérer, je pense. Enfin, pour beaucoup de monde, en tout cas, ça l'est. Quand tu as une certaine notoriété, tu as un trop-plein d'un coup, ça va vite. C'est ce que tu disais, tu es passé en 3 ans de ta chambre à 14 000 personnes. Le tournoi, avant qu'on soit champion du monde, c'est un tournoi que je te disais était d'une partie de saison, donc un tournoi important de la dernière partie de saison. On arrive en tant que favori. Il y a 16 équipes qualifiées, donc 16 équipes parmi américaines, asiatiques, océaniques, européennes, etc. Les 16 meilleures équipes de cette partie de saison se retrouvent pour jouer un dernier tournoi. On était prévu, annoncé comme favori, on a fini dernier. On a perdu contre une équipe sud-américaine et océanique, qui était réputée comme beaucoup plus faible que la région européenne. On a été la risée de tout le monde entier qui est autour de ce jeu-là pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc direct, c'était des insultes Il y a des insultes, il y a des moqueries, il y a d'autres pros qui... À travers quel canot ? Ça peut être Twitter, ça peut être Twitch, ça peut être Reddit, je ne sais pas si tu connais la plateforme. Ça peut être Twitch, même sur Twitch, par exemple, il y a des joueurs américains ou des coachs américains qui vont lancer des streams. Et il y a quelqu'un qui va dire « Ah, t'as vu, ils ont fini dernier au tournoi, quelle bande de nullards, etc. » Et lui va dire « Ah ouais, je vous avais dit que l'Europe surcotait, ils étaient pas ouf, etc. » Ton attaqué perso, tu t'es déjà fait attaquer perso ? Oui, mais comme tout le monde à ce niveau-là, objectivement, tout le monde à ce niveau-là. Moi, j'ai déjà reçu des messages en disant voilà, lâche l'équipe, t'es une fraude, tu sers à rien, j'ai hâte que tu te casses, des trucs comme ça. Parce que y a des résultats qui sont positifs et des résultats qui sont négatifs. Et ça te touche ? Au début, oui. Et après, au final, non, parce que tu te rends compte que l'opinion de ces gens-là, en fait, tu t'en fous un peu parce qu'ils savent pas vraiment ce que tu fais au quotidien. Moi, avec, encore une fois, les gens qui me voient travailler tous les jours, qui voient ce que je fais tous les jours, donc les 4 personnes que j'ai citées tout à l'heure, bon, Abdallah moins, parce qu'il ne me voit pas travailler tous les jours forcément, mais tu vois un peu le contexte. Si ces gens-là me disent, là, frérot, c'est chaud, tu vois, genre, ce résultat-là, c'est ta faute, bon... Là, je considère pas de la même manière. Mais quand c'est quelqu'un qui sait pas du tout ce que je fais, il va me dire ça, je vais dire bon bah oui ok si tu veux tu vois mais ok et c'est quoi le principe ? Parce que en fait quand tu es dans l'optimisation, l'échec c'est dire bon j'ai merdé parce que je vais pas dire dans le tournoi où on a fait dernier non plus que j'ai fait un job extraordinaire tu vois, j'ai merdé comme l'équipe a merdé, on a tous merdé. Mais le premier réflexe a été bon c'est quoi la suite ? On fait quoi ? Et ça s'est bien passé vu qu'on était champion du monde derrière. Donc a priori, c'est que ça s'est bien passé. Mais tu t'es toujours de toute façon, dès que tu fais quelque chose, un travail qui est massivement vu et massivement jugé, il y aura forcément
des critiques négatives. Et est-ce que c'est mauvais? Je pense pas non plus, forcément. Et je pense que à partir du moment où déjà à partir du moment où tu arrives à un niveau où on parle, où on te critique, c'est que tu as déjà atteint un niveau de compétence et de performance qui est honorable. Déjà. Je pense que quand on parle de toi, c'est déjà cool. Au-delà de... C'est pas un objectif, hein. Ouais, Mais tu vois dans l'idée. Je suis d'accord, moi, à condition que chacun, encore une fois, crée sa propre échelle par rapport à ce qu'il veut. Forcément, si le but, moi, c'est je suis engagé dans un club qui veut gagner, donc forcément, ma performance, elle est quantifiée par le fait de est-ce que tu as soulevé un trophée ou pas. Mais si demain, il y a quelqu'un qui veut juste faire plaisir à ses enfants et qui va dire je vais cuisiner des pains au chocolat, à partir du moment où ton enfant, il dit c'était trop bon, ta victoire, elle est là. Quelqu'un a parlé de ton travail, tu as la satisfaction. Je pense que c'est une notion importante que tu parlais tout à l'heure, mais je pense que vraiment mettre de la valeur sur les opinions des différentes personnes et définir qui vraiment on va plus écouter que d'autres, c'est vraiment, vraiment important. Et ça fait partie de l'entourage, de la qualité de l'entourage dans la performance. C'est quelque chose auquel on parle pas énormément. C'est important de s'entourer de gens. Je vais pas dire qu'ils veulent la même chose que vous parce que je trouve ça un peu trop cliché et que c'est pas foncièrement positif non plus. Mais de s'entourer de gens qui sont capables de vous remettre à votre place aussi. C'est ce qu'a fait Alejandro, mon directeur sportif actuellement. C'est quelqu'un qui a déjà été capable de me regarder droit dans les yeux et me dire là tu déconnes, reprends-toi vite. Toi, c'est un conseil que tu donnerais fondamental à une personne qui veut trouver justement son terrain connu? Faire son chemin seul, ça vous met, encore une fois, ça vous rajoute une casquette. Tout à l'heure, quand je prenais l'analogie joueur, arbitre, etc., ça vous rajoute encore une casquette. Et faire son chemin seul, c'est jamais une bonne idée. Moi, je suis contre, justement, c'est un danger un peu qui est prolongé beaucoup par TikTok et Twitter en ce moment, où il y a une glorification de la solitude qui est très grande. De dire il faut mieux être seul que mal accompagné, ce qui n'est pas foncièrement faux, mais ce qui n'est pas foncièrement vrai non plus. Mais tu vois, de dire vous êtes un loup solitaire, alpha, le chef de la meute, tu vois, toutes les conneries comme ça. Ouais, et style en mode j'ai réussi de zéro, machin, je me suis fait tout seul. C'est, la solitude, ça tue plus que le tabac, maintenant. C'est des études qui montrent ça. La solitude, ça tue plus que le tabac. Faire les choses seul, ce n'est pas une bonne idée. Et ça rend les choses beaucoup plus dures. Et surtout, ça... Enfin, toi, tu fais un boulot dans le créatif. Quand tu es le seul arbitre de ta création, c'est jamais... C'est très compliqué. Et puis surtout, je dirais aussi que quel plaisir de célébrer seul, déjà. Ouais, je suis assez d'accord. Ça aussi, c'est la même chose. D'accord, ouais. Aussi bien dans la difficulté que dans la célébration et dans la joie et dans le bonheur. On est des êtres de connexion. Et en vrai, toi, c'est ce que tu... C'est l'humain, en fait, ton métier, finalement. Donc, tu es bien placé pour ça. Est-ce que, du coup, tu as un mot de la fin? Un mot de la fin par rapport à notre discussion, s'il y a une chose que tu aimerais faire émerger ou quelque chose en plus. Je vais essayer de bien le dire, c'est pas facile parce que c'est une notion qui est quand même assez compliquée. Donc si je suis un peu trop abstrait, n'hésite pas à me reprendre, mais le plus important pour moi, essayez de vous traiter vous humainement comme votre meilleur ami. Essayez de pas dissocier foncièrement votre personne, parce que la dissociation c'est vraiment quelque chose qui existe psychologiquement et c'est pas une bonne chose, mais essayez vraiment de scinder un petit peu votre corps et votre esprit et essayez de comprendre à quel moment vous faites plaisir à l'un et à quel moment vous faites plaisir à l'autre, parce que ça va apporter naturellement du développement dans le fait d'accepter plus en plus qui on est, etc., etc. Je rebondis là-dessus et après je termine ce truc, mais il y a une phrase qu'on m'a dit, tout à l'heure tu me parlais de ça vient de remonter en tête, mais un jour il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu n'es pas bizarre, tu es juste toi-même ». Et j'aime bien cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase parce que je considère qu'il n'y a pas beaucoup de gens bizarres sur Terre. Je trouve que c'est un mot qu'on utilise beaucoup un peu à tort et à travers. C'est juste qui vous êtes. Si vous avez besoin que les choses, si par exemple dans un planning vous avez besoin que les choses elles soient extrêmement organisées, ça fait pas de vous quelqu'un de bizarre, c'est juste qui vous êtes. Et il n'y a aucun mal à le communiquer aux gens qui font vos plannings, par exemple dans une entreprise ou dans autre chose. Et je trouve que accepter un peu plus son rapport avec soi, ça permet d'avancer plus loin, quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille dans la vie. Si l'objectif c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de moi, entre guillemets, qui suis très centré sur ma performance et tout, et si l'objectif par exemple c'est juste d'avoir une famille et qu'elle soit heureuse,
ce qui n'est pas un objectif moins bien que le mien, ou pas du tout, hein. Mais ça permet aussi de développer ce truc-là pour moi. En fait, c'est un effort qui sera jamais gâché, qui va toujours apporter des choses. Et ça fait partie, la première étape, ça fait partie des émotions. Quand vous ressentez quelque chose, acceptez-le. Si vous le ressentez, c'est que c'est valide. À partir du moment où quelqu'un, là je prends l'exemple de cette pièce, on est deux, mais il y a des gens aussi derrière, mais à partir du moment où les gens vont ressentir ça, c'est que c'est valide. La personne a ce sentiment, ça existe, c'est là, c'est présent. Et ça mérite d'être écouté et d'être compris au moins par soi-même. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous ne comprenez pas. Si vous êtes quelqu'un de très stressé, très anxieux, déjà renseignez-vous. C'est quoi l'anxiété? Comment ça se déclenche? Pourquoi vous le ressentez? C'est quoi la condition? Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour mieux le vivre? Il y a autant de moyens psychologiques de s'aider, et je parle juste de s'aider, que d'humains sur Terre. On peut tout trouver tant qu'on est un peu créatif et un peu compétent. Et quand je dis compétent, c'est qu'on s'y connaît un petit peu. Et je pense que c'est ça. Et tu as des tips sur ça, justement, comment aller trouver ces informations? Aujourd'hui, on a beaucoup d'infos, parce que tu as une infinité d'infos devant toi. Comment les trier aussi? Le premier point, si vous y connaissez vraiment pas grand-chose, la base de la surface, c'est les livres, évidemment. Je pense que la connaissance fait partie de cette monnaie qui vieillira vraiment jamais, et c'est toujours un fonds d'investissement viable, parce que apprendre des choses, c'est jamais une mauvaise chose. Ensuite, une fois qu'on a lu ces livres et qu'on veut aller plus loin, à ce moment-là, c'est aller sur Google Scholar, aller sur les choses comme ça pour aller lire des articles plus précis. Bon, c'est très souvent en anglais. Malheureusement, il faudra faire l'effort ou au moins de le traduire. Mais se renseigner, ça permet en fait de comprendre et de mieux gérer quelque chose qui se passe tous les jours chez vous, que vous le vouliez ou non. C'est ça en fait le truc, c'est que vous avez beau essayer de faire la politique de l'autruche autant que possible, vous allez ressentir des émotions toute votre vie, vous allez être stressé toute votre vie, vous allez être anxieux toute votre vie, et c'est pas une fatalité en soi. On peut très bien vivre avec ça, et des gens le font tous les jours, et ça fait partie de mon métier justement d'aider des gens à vivre avec ce truc-là, pas de enlever ça. Je fais pas des robots moi, quand je coach des gens. Je fais pas des robots, au contraire, je leur apprends à s'en servir de ces émotions-là. T'es énervé? Parfait, on va s'en servir. Je vais comprendre pourquoi, je vais comprendre d'où ça vient, et on va essayer de l'utiliser positivement. Même si la colère, c'est rarement quelque chose de positif, mais voilà. C'est un bon exemple. Mais c'est ça le message. Renseignez-vous. Et j'ajoute en dernier point que moi j'aimerais, et c'est fantaisiste, hein, je pense que ça arrivera jamais, mais j'aimerais que la psychologie soit enseignée à l'école. Au moins la base. Je trouve ça fou que les gens... Je pense que c'est une bonne chose, et je pense que si on était plus suivi en psychologie, il y aurait moins de dingueries. Je trouve ça fou. Que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps et dans leur tête. Je trouve ça fou. Tout est basé justement, en fait, tout est basé sur ce qui est à l'extérieur et pas sur ce qui est à l'intérieur. On essaye sans arrêt de combler ce vide, de venir le camoufler. Tu parlais de l'autruche, etc. On lance un appel. Voilà. Ouais. Pousser à la formation dans les écoles, des écoles privées, des écoles publiques. Je pense qu'on peut faire avancer les choses de ce côté-là. Tu vois, c'est bête à dire, mais est-ce que vraiment une société, par exemple comme la tienne, ou comme un truc bancaire, ou n'importe quoi, une société d'assurance, n'importe quoi, tant qu'il y a des objectifs de performance, ça ferait du mal d'avoir une formation à l'anxiété, au stress, à comment accomplir des objectifs, comment les fixer? Tu vois, en marketing, les gens utilisent beaucoup le modèle SMART, par exemple, pour se fixer des objectifs, des trucs comme ça. Et bah, en psychologie, il y a d'autres manières de voir les choses, et on explique pourquoi, le fond du comment, le pourquoi le SMART, ça peut marcher, pourquoi toutes ces choses-là, ça peut marcher. Et je vois pas un être humain qui peut en sortir moins bien, peu importe ce qu'il veut faire dans la vie, en se renseignant sur ces choses-là. Donc, renseignez-vous. Théo, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, demandez-nous, posez-nous des questions dans les commentaires. Je transmettrai à Théo. Il vous donnera aussi des tips, des livres, des best practices, des personnes à suivre, des personnes à écouter. Avec grand plaisir. On a kiffé, on a passé un très bon moment. Moi, ça m'a appris énormément. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup de ton honnêteté, ta franchise et de tout ce que tu nous as partagé. N'hésitez pas à liker, commenter et on revient très vite avec des nouveaux témoignages, toujours pour plus d'inspiration. À très vite. Merci à tous.